Je me rends compte qu'il a un couteau. Et là, il commence à me donner des coups à droite, à gauche, ta. Je lui demandais qui es-tu, pourquoi tu fais ça. Il parlait pas, il disait rien. 40 coups de couteau, sur le coup t'as pas mal? Oui, j'ai eu mal. Il y avait du sang qui coulait par terre. Et je lui dis putain, mais c'est mort, je vais mourir. Et la seule chose que j'ai pensé, c'est me faire passer pour mort. Bonjour à tous, ici Philetas Mickaël, le demi-dieu de la séduction irrésistible. Moi aujourd'hui les femmes concrètement, je m'en bats les couilles. Mickaël Philetas, il faisait partie d'un mouvement très masculiniste, très haineux vis-à-vis des femmes. En revoyant les vidéos, on se dit qu'il était capable, il annonçait déjà qu'il était capable de faire le pire. C'est quoi? C'est un psychopathe, Mickaël Philetas, c'est un type qui a aucune humanité, c'est un monstre. Une personne qui fait ça, c'est un monstre. Bonjour Brian. Bonjour. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. L'histoire que tu as vécue est une affaire criminelle d'une rare violence. En pleine nuit, tu as reçu 40 coups de couteau. Ta petite amie, Mélanie, n'a pas survécu aux coups qui lui ont été portés. Le meurtrier, c'est un masculiniste rempli de haine qui n'a pas supporté que Mélanie le quitte. Vous vous étiez rencontrés 5 mois plus tôt avec Mélanie. Est-ce que tu peux me parler de cette rencontre ? On s'est rencontrés dans un événement Zumba où j'étais prof de danse. Elle aimait aussi la danse. Elle aimait ma façon de danser, le style que j'avais, mes cheveux et tout ça. Et ça nous a beaucoup rapprochés. Mélanie, ce qui lui plaît chez toi, entre autres, c'est ta façon de danser, ton énergie. Toi, qu'est-ce qui te plaît chez Mélanie à ce moment-là? Quand j'ai connu Mélanie, je l'ai connue, elle était tellement aussi rayonnante. C'était quelqu'un de positif, elle rigolait tout le temps pour tout et pour rien. C'était une pile électrique tout le temps, à danser, à sauter ici à droite, à gauche. C'était une personne tellement simple et humble que voilà, ça m'a beaucoup attiré. Mélanie, à ce moment-là, elle a quitté son ex il y a plusieurs mois, c'est ça? Ouais. Il s'appelle Mickaël Philetas. Est-ce qu'elle t'en parle? Ouais, elle m'a parlé plusieurs fois qu'il était un peu agressif, qu'il avait changé. Il n'était pas comme ça avant. Au début, voilà, c'était quelqu'un de gentil. Il faisait pas mal de choses pour elle, mais une fois qu'ils sont mis ensemble et qu'ils s'étaient un peu officialisé la relation, il est devenu un mec méchant, violent. Plusieurs fois, il a tapé et tout. Pendant qu'ils étaient encore ensemble? Je tiens à dire ça parce que c'est elle-même qui me l'a dit, que plusieurs fois, elle passait la journée au travail, qu'elle arrivait tellement fatiguée, et elle s'est couchée, et lui, il arrivait, il demandait rien, et voilà. Je crois que ma compagnie aussi l'a rassurée beaucoup. Parce que voilà, elle n'a pas eu de relation un peu saine. Et je crois qu'avec moi, elle était bien, elle se sentait elle parlait pas trop de ça. Mais par contre, il y avait des moments où elle me parlait qu'elle avait peur de sa réaction, parce que il avait l'habitude de lui dire je vais me buter, je vais faire ci, je vais faire ça. Et elle était tout le temps en panique par rapport à ça. Est-ce qu'il savait qu'elle avait une relation avec toi? Non, il savait pas. Elle l'a fait pour me protéger moi, parce que elle savait plus que moi ou plus que personne que jusqu'où il pouvait arriver, quoi. Alors lui, il se présentait à ce moment-là comme un coach en séduction sur les réseaux sociaux. Ça, t'avais connaissance? T'as vu des vidéos où il s'exprime? J'ai vu ça juste après. Bonjour à tous, ici Philetas Mickaël, le demi-dieu de la séduction irrésistible. J'étais prêt à lui mettre une tarte dans sa gueule. T'as eu du sang-froid de ouf, parce que moi un truc comme ça, putain la meuf je l'enterre. Moi aujourd'hui les femmes concrètement, je m'en bats les couilles. Des femmes, j'en ai eu beaucoup de chez beaucoup. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu choqué, un peu surprise de tout ce qu'ils disent. Par exemple. J'ai pas tout vu parce que ça m'a fait mal à l'époque. Par exemple, voilà, il y a une des vidéos où ils disent si une femme lui trompe, il est capable de la tuer, de faire tout ce qu'il faut pour se faire respecter. En revoyant les vidéos, on se dit qu'il était capable. Il annonçait déjà qu'il était capable de faire le pire, quoi. Ouais.
Le soir du 28 au 29 janvier 2020, tu es chez elle, tu dors chez elle. Sa petite sœur qui est à l'étage en bas. Ce soir-là, bon, avant que vous vous couchiez, c'est quoi l'ambiance à la maison? On rigolait, c'était une ambiance cool. Et il était tard et on a dit, bah écoute, on va se coucher, on a monté. Là, on a dit, voilà, bonne nuit, bonne nuit. On dort et vers, je sais pas quelle heure, voilà, on entend des bruits en bas, des cris de sa sœur. Tous les deux, vous vous réveillez? J'imagine que oui, mais moi je me suis réveillé. Bah, en fait, c'était tellement des bruits, des cris, une personne. Des hurlements forts, comme un film. Moi, on était en choc. T'as reconnu que c'était sa sœur? Oui, parce que c'était la seule qui est en bas, celle qui a crié Mélanie, Mélanie, Mélanie. Et ça hurlait très, très, très fort. Mais fort qu'on était en mode qu'est-ce qui passe? Et au bout d'un moment, on entend monter les escaliers. T'as imaginé quelque chose avant de savoir qui c'était? Moi, j'imaginais, il y a quelqu'un qui rentrait à braquer la maison parce que il avait un bon salaire, elle venait d'acheter sa maison et tout, elle était très contente en ce moment-là. Et moi, je me suis imaginé, putain, ils sont rentrés pour braquer la maison, pour chercher l'argent. Et quand ça arrive, la personne s'évalence sur elle en première parce qu'il pense qu'elle est tout seul dans le lit. Et ça commence à donner des coups. Ces derniers mots, c'était Brian, aide-moi, ne me laisse pas mourir. Et quand elle dit ça, lui, il s'évalence sur moi. Et là, il commence à me donner des coups. Je lui demandais qui es-tu, pourquoi tu fais ça. Il parlait pas, il disait rien. Et ça commençait à donner des coups à droite. Et dans cette bagarre-là, j'ai tombé entre le lit et le mur de la fenêtre, et voilà, et là, il continue à me donner des coups de couteau, et je lui parlais, mais qui es-tu? Pourquoi tu fais ça? Je te connais pas. Arrête, je t'ai fait quoi? Et ça continue, boum, 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 boum. Et je me rends compte qu'il a un couteau, c'est parce que j'ai pris la lame du couteau. C'est là où, voilà, il me coupe la main. Et je dis, oh, il a un couteau, il faut que je fasse quelque chose. Et je continue à me battre, à me protéger. Et dans ma tête, je me suis dit, si je continue à me battre avec lui, il va chercher de me tuer, tu vois, pour que j'arrête. La seule chose que j'ai pensé, c'est me faire passer pour mort. Voilà, j'ai arrêté de bouger. J'ai fait semblant d'être mort. Et il continue à me donner comme un sac poubelle. Boum, boum, boum. Il me donnait des coups. À droite, à gauche, ta. Et je bougeais pas. Voilà, il me donnait des coups. Au bout d'un moment, voilà, il a vu que je bougeais plus. Il a arrêté. Et pardon, excusez-moi. Et quand il a arrêté, voilà, il y a une de mes blessures qui fait un bruit. Pouf, il revient. Et là, il me donne encore deux coups encore. Pouf. C'était là où c'est une des plus gros qui est rentrée de cette côté et sortie par là. Et il part. 40 coups de couteau, sur le coup, t'as pas mal? J'ai eu mal, mais pas un douleur qu'on a conscience de ça. Je sais pas si vous comprenez un peu, c'est un peu bizarre. Mais voilà, je me suis mise en mode, voilà, je me protège, je sens rien. Moi, j'étais toujours conscient de ce qu'il a fait. En ce moment-là, j'ai pas eu la haine, j'ai pas eu de rage, j'ai pas eu de tristesse. Simplement, j'avais envie de sortir. J'avais envie de sortir de cet endroit. Et je me disais que je devais aller voir ma famille et mon fils. Je disais, tu dois sortir d'ici, c'est moi qui dois sortir d'ici à chercher l'aide. Parce que je ne veux pas mourir. Je peux vous dire que j'étais mort plein fois à ces jours-là, ces nuits-là. Quand je me suis mis debout, il y avait du sang qui coulait par terre. J'avais envie de vomir. Et voilà, ma tête tournait, il n'y avait pas de lumière. Et c'était une sensation, genre, quand on est dans le noir, on essaye de chercher toujours une lumière. Et j'essayais de chercher ça dans le noir et c'était pas possible. Je suis arrivé à la porte, je me suis posé là et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je suis descendu, comment j'ai pu, et je pouvais pas marcher, j'avais tellement mal dans le corps.
Et j'ai glissé les escaliers. Je suis arrivé jusqu'en bas. Et je suis arrivé, on va dire, dans la pièce des vivres où il y a le canapé, la télé, tout ça. Je suis arrivé là et en ce moment-là, il y avait un corps par terre. Je vois une personne, encore avec une lampe à la main, en train de chercher je sais pas quoi. Il a balayé la salle et heureusement, Dieu merci, il m'a pas vu parce que je suis sûr que s'il me voit que je suis descendu, il m'aurait tué. Oh, il aurait fini ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en bas? Il est en train de chercher quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un? Peut-être quelqu'un parce que il a fini avec Mélanie juste après. C'est une scène absolue d'horreur. J'ai l'impression que ça se passe très vite tout ça. Là, tu dois voir qu'il y a du sang partout. Je vois rien parce que il a coupé l'électricité de toute la maison. Il a coupé tout. Là, il y avait rien et tout. Il y avait rien. Voilà, en ce moment-là, encore, j'ai ressenti cette force qui me dit, Brian, lève-toi, tu vas pas mourir ici. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te ressors de cet endroit-là. Je me lève encore, avec la tête qui tourne encore, et la fenêtre était fermée, avec des rideaux transparents aussi, et la lumière de la rue, ça rentrait un peu. Et là, j'ai commencé à voir un tout petit peu clair, je savais où j'étais en ce moment-là, et j'entends la porte claquer. Bon. À ce moment-là, comment j'ai pu, j'ai grimpé jusqu'à la fenêtre et je suis monté. Et là, pour voir qui est la personne, et c'est là où je l'identifie. C'est à ce moment-là que je le vois que c'est Michael Filetas. Il était tranquille. C'est ça, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Parce qu'il était en mode, je m'habille, il se regarde au miroir, au rétro de la voiture. Normalement, quelqu'un qui fait un truc comme ça, il était en mode tranquille. Je crois qu'il a mis un foulard ou quelque chose parce qu'à l'époque, il faisait très froid. Il prend la voiture, il démarre tranquille. Normalement, quelqu'un qui fait ça, il se barre et tranquille, il est parti. À ce moment-là, ça commence pour moi, on dit en espagnol, la odisea para mí empezó. À ce moment-là, c'était le pire moment pour moi. Parce que là, j'avais des minutes, ma vie était en train de partir. J'ai senti de plus en plus mon corps qui partait. Je suis tombé, je me suis cogné avec une table, je me suis cassé ici et j'ai resté là. Et voilà, j'ai parté, encore j'ai senti cette force. C'était comme quelqu'un qui était à me garder, à me dire « Ah si, let's go, tu peux t'en sortir de là ». Et voilà comment j'ai pu, je me suis mis debout. Il y a encore le sang qui sortait, ma bouche moi j'ai saigné. C'était horrible. Je voulais sortir de là, je voulais chercher l'aide. Et je suis arrivé en bas, la porte était fermée. Il y avait des clés derrière. Je sais pas comment j'ai ouvert la porte. Tout le monde me demande comment j'ai fait. Parce que mes mains étaient vraiment détruites. Mais parce que t'avais pris le couteau à pleine main, donc t'étais... Ouais, mes deux mains, voilà, j'avais tous mes mains, voilà, tout ça, ici, là, ici, tout, c'était vraiment détruit à 100%, et quoi que je voulais faire avec mes mains, c'était impossible. Et je sais pas comment j'ai fait. Moi, j'ai toujours dit, je crois que c'est un miracle, voilà. Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Et il y avait personne, 3h du matin, il y avait personne, janvier, il faisait froid. Moi, j'étais trempé en sang. Et j'ai tremblé. Je me disais, mais j'ai fait quoi? Je suis arrivé jusqu'au bout de la rue. Il y avait seulement la lumière de la rue. Et je me disais, mais j'ai fait quoi? Ma vision, c'était noir. Et encore, je partais. Et encore, je suis parti. Je peux pas vous dire combien de temps je suis resté. Et encore, j'avais cette force. Lève-toi, Brian, lève-toi. Je me suis levé, je dis, je fais quoi? Là, si tu t'évanouis, si tu pars complètement, que le tunnel il se referme, tu restes dans le froid, t'es mort. Là, ça y est, c'était fini. Tu le sais. Et dans ma tête, c'était ça. J'avais envie de dormir. C'était pas envie de dormir, c'était que j'allais mourir. Et je suis arrivé au jardin de Voisin. Et pareil, encore, je pars. Là, j'en pouvais plus. Et je suis arrivé, j'ai grimpé. Et encore, je pars. Et encore, cette force, c'est comme s'il y avait quelqu'un. Hey, Brian. Et j'avais pas de mal. J'avais envie de
de chercher l'aide. Je suis arrivé à la porte, quand j'ai pu, je me suis levé, je suis arrivé, j'ai sonné la porte, personne ouvert la porte, personne ouvert la porte. Et je dis, putain, mais c'est mort, je vais mourir, je vais mourir. Et je restais tellement longtemps que, voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mal. Mon corps m'a demandé de m'accroupir un peu parce que j'avais mal, tout mon côté gauche était. Et voilà, au bout d'un moment, je suis tombé. Sans boum, de la porte. Et c'est là où je commence à pleurer. Et je dis, mon Dieu, merci beaucoup parce que là, je peux pas. Là, je peux plus. Là, j'ai plus de force. Et là, je commence à pleurer. Et je dis, j'aurais voulu faire plus, mais pas possible. Et là, je pars. Là, je pars. Je sais pas combien de temps je suis resté. Et pareil, au bout d'un moment, je sens cette force. Et chaque fois que j'ai cette force, je profite pour avancer. Et j'ai eu cette force-là. Je suis tombé comme ça et comme je me suis encore grimpé jusqu'à la porte et je me suis mis debout et avec le coude, je commence à taper la porte. Fort, fort, boum, 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 je tapais. Et pareil, personne sortait. Et là, en ce moment-là, pareil, je dis, c'est bon, je suis mort. Je suis resté là, comme ça. Et je suis parti. Et quand je sens que le monsieur ouvre la porte, là, je vois son visage, il fait, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Je sentais encore plus de force parce que j'ai vu une personne. Je dis, mais pour moi, pas de problème pour moi. Appelle la police, il y a quelqu'un blessé à côté. J'ai froid. Je demandais à quelque chose il est monté, il m'a ramené une plaid, il m'a mis sur le plaid et il est parti chercher une lampe. Il est parti voir les voisins. Et même avec ça, avec tout ce que j'étais en train de vivre, je dis, mais écoute, fais attention parce que j'ai peur qu'il revient. Alors, fais attention. Et Mélanie et sa sœur, à ce moment-là, tu sais quoi? Tu sais rien? Je sais pas, non, je sais rien. J'entends la police qui arrive, les pompiers, tout qui arrive. À ce moment-là, quand ils arrivent, qui commencent à me manipuler un peu, c'est là où j'ai commencé à... Ah non, j'ai mal, oh, attention, doucement, j'ai très mal. Et voilà, ils sont coupés, je me rappelle bien qu'ils sont sortis le ciseau pour couper mes vêtements et tout ça. Et j'avais très mal, je dis attention, j'ai mal, ça. Ils m'ont mis un truc sur moi, ils m'ont mis dans l'ambulance. Et je me rappelle bien ils m'ont mis un truc pour m'endormir, genre pour me calmer. Mais j'avais tellement pas envie de m'endormir que je parlais. Et je parlais, même les pompiers rigolaient, ils me disaient hey, calme-toi, c'est bon. Parce que je voulais pas m'endormir. Je me disais ne me laisse pas mourir. On va pas vous laisser mourir, monsieur, t'inquiète, tranquille. Et je parlais, mais ils me demandaient comment je m'appelle, comment je suis arrivé en France. J'ai répondu. J'étais conscient jusqu'au moment où je suis arrivé à l'hôpital, où les gens ils sont arrivés, mais ça courait à droite, à gauche, je voyais tout. J'avais très peur. Ils m'ont endormi, c'est sûr qu'ils m'ont endormi. Et voilà, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à avoir soif. J'avais soif. Et ils pouvaient pas me donner de l'eau. Je pouvais pas boire, je pouvais pas manger. Et voilà, ça aussi, c'est un truc qui m'a marqué. Quand une personne a soif, waouh, c'est dur. C'est très, très, très dur. Et je demandais aux infirmières, s'il vous plaît, donne-moi à boire. Et l'infirmière regarde, je suis désolé, mais je peux rien faire. Il y avait une infirmière qui est venue avec un coton trempé de l'eau et elle mouillait un peu mes lèvres. Ça, c'était une bénédiction pour moi. Voilà, après, je sais pas à quelle heure ça commence à m'opérer. Je suis arrivé à l'endroit où il allait m'opérer. Il y a le médecin qui m'a dit, t'inquiète, il y avait au moins 4 ou 5 médecins. Ils m'ont dit, t'inquiète, tu vas pas mourir, on est là. Jusqu'au moment où ils m'ont mis le masque, voilà. Je me suis réveillé, je crois 3-4 jours après. Tu étais dans quel état? Je me rappelle que j'avais des tuyaux partout, la machine qui vipait dans tous les sens, j'avais des câbles partout. Et j'avais mal partout. J'avais mal à la tête. Voilà, le truc que j'avais dans la bouche me faisait très mal. Je pouvais pas bouger. Et je pouvais à peine parler. Donc le médecin te dit quoi? Que c'est compliqué par rapport à mon état. On ne sait pas si j'allais récupérer la mobilité de mon côté gauche. Parce que voilà, tous mes blessures, c'est de côté gauche.
C'est où tes blessures exactement? C'est voilà le bras derrière que le côté gauche parce que la personne était droitier. Donc t'en as partout dans le Dans le bras, l'épaule, derrière mes jambes. Et voilà, quelques-unes vers le bas, ici, dans cette main-là, là derrière, ici, tout ça. En tout cas, une quarantaine de coups de couteau, dont certains extrêmement profonds. Il n'a pas touché d'organes vitaux. Il a touché un peu le poumon et j'avais des liquides dans mes poumons. Après, tous les coups sont passés soit à côté, soit il manquait que de petits centimètres. Comment t'expliques ça? Je crois que c'est une bénédiction, c'était un miracle. C'était un ange gardien qui était avec moi ce jour-là, c'était pas mon heure. Moi, dans ma tête, c'est oui, je vais sortir d'ici. Je vais sortir d'ici, je vais remarcher, je vais refaire ma vie comme il faut. Ça va être dur, mais voilà, je vais sortir d'ici. Mais bien sûr, les premiers jours, j'étais en mode, j'avais mal et j'avais plus envie de vivre, c'est sûr. Après, voilà, je me suis mise dans ma tête, il faut que je m'en sors aujourd'hui, je suis survivant. Aussi, j'ai eu ma mère, parce que aussi en Colombie, ça arrivait, on va dire, la mauvaise nouvelle que moi j'étais assassiné. Et comme elle n'avait pas un autre contact que moi direct, chez moi, j'étais mort déjà. Et quand j'ai eu ma mère au téléphone, voilà, ça criait dans tous les sens, c'était une folie. Ma mère était elle tombait presque malade par rapport à ça. Elle m'a donné la force aussi. Elle m'a dit tu vas t'en sortir de tout ça. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es venu pour faire des choses bien dans ce monde-là. Je me disais il faut que je continue et que je me batte pour m'en sortir de là. Et voilà. Elle vient d'où cette force, tu sais? Tout le monde n'aurait pas survécu dans ton cas, tous ces coups de couteau, tout ce qui t'arrive, le froid, la détresse, la solitude, ça vient d'où? C'est la famille, la façon comme on a grandi. On a un refrain chez nous, dans la famille Hernandez. En espagnol, c'est « Tenemos todavía la toalla en el hombro ». On a toujours la serviette sur l'épaule. Normalement, un coach de boxe, quand ils sont en train de perdre, ils jettent. Genre, c'est fini. Et chez nous, on a toujours dit, on lâche rien. Et je me suis mis ça dans la tête, je suis là et il faut que je m'en sorte de là. C'est incroyable, c'est un truc de famille, c'est pas quelque chose en Colombie qu'on dit souvent. Non, c'est chez nous. Bah, peut-être c'est un refrain qu'on a. Ton père, il a été boxeur ou? Pas du tout, mais c'est un bon sportif. Ça t'a aidé beaucoup. Beaucoup, ouais. J'imagine aussi que à ce moment-là, quand tu te réveilles à l'hôpital, tu demandes ce qui s'est passé pour Mélanie et pour sa sœur. Ils m'ont pas dit tout de suite. Ils m'ont pas dit. J'étais au courant, je crois, 1 semaine, 2 semaines plus tard. On savait pas ma réaction, comment j'allais agir à ça. Qui te l'a dit? C'était les médecins, je crois. Les médecins ou la police, je sais plus. Quand j'étais au lit avec tous mes appareils et tout ça. Et ce que tu as appris, c'est que Mélanie était morte? Ouais, elle était décédée, ouais. T'as appris la façon dont ça s'était déroulé? Non. Pas immédiatement? Pas immédiatement, j'étais au courant au premier procès. À quel moment t'as appris que Michael Filetas a été arrêté, tu le sais rapidement? Le jour même. En fait, la police sait qui est la personne parce que c'est moi qui dis que c'est Michael Filetas. Toi, tu l'as reconnu quand il part, tu es à la fenêtre. Ouais. Tu sais que c'est lui. Tout de suite, c'est grâce à ça, à cette déclaration-là qu'ils l'ont pris. C'est ça, dans ma mémoire, il est à 400 km de là. Vers Lyon, ouais. Il a fui en voiture. Il a fui en voiture, avec la voiture volée de Mélanie. Parce qu'il a volé la voiture de Mélanie. Il le retrouve facilement parce qu'il arrivait dans une pharmacie parce qu'il s'avait blessé lui-même avec un des couteaux. Et c'est la caméra de sécurité qui l'ont capté. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Bon, ils l'ont pris rapidement dès le lendemain. Donc ensuite, tu restes combien de temps à l'hôpital? Je suis resté presque 1 mois à l'hôpital. Et après, tu reprends une vie pas normale, j'imagine. Alors, j'ai resté en soins intensifs, on va dire 15-20 jours, où j'avais tous mes tuyaux encore, les sondes et tout ça. J'étais un peu en mode, j'ai plus envie de rien, j'étais un peu triste et tout. Et une dame, une infirmière qui venait tous les matins
C'était un rayon soleil parce qu'elle venait, elle criait ouais, bon Brian, aujourd'hui tu vas te lever, aujourd'hui pas de chaise roulant, tu vas marcher. Et ça m'a motivé. Et aussi la danse m'a motivé beaucoup. Je regardais des vidéos de danse et même en étant à l'hôpital, j'ai créé des chorés et tout dans ma tête et tout. Et voilà, le temps passe. Le médecin me dit, bah, écoute Brian, quand vous sortez d'ici, voilà, vous allez sortir en chaise roulante. Et au moins, il faut que vous attendiez au moins 6 mois pour redanser. On ne sait pas. Et moi, dans ma tête, c'est non, je vais marcher. Je vais sortir d'ici et je vais marcher. J'ai sorti un samedi, mardi soir, j'ai dansé. Ah bon? Ouais. T'as dansé quoi, la Zumba? Non, j'ai fait un cours d'afro. J'avais toujours mes attelles dans les mains. Et mes blessures, il y avait quoi, 15 jours, 20 jours d'avoir enlevé tous les agraves. J'étais hyper mince. Là, c'est toi en jaune, Ouais. avec les mains dans les attelles et les Ouais. pistons. Et t'as la pêche d'enfer, là. J'imagine que ça t'a été déconseillé par les médecins, non, d'aller faire... Bah oui, ils m'ont dit ouais, repos total. Voilà, déjà, il m'a dit pas des trucs extrêmes, pas des émotions extrêmes. Mon pote, il a une moto. Il est venu, ouais, Brian, descends. Moto. On arrive au cours en moto et voilà. Donc, les mois passent, tu dis tu te reconstruis dans ta tête, ça doit être dur, ou alors En fait, c'était dur, mais on va dire que ça tombait dans une période où tout le monde était pas bien, parce que c'était pendant le Covid. J'étais enfermé dans 10 mètres carrés. C'était dur parce que je travaillais pas, j'avais pas de revenus. Heureusement, voilà, que à cause ou grâce à ce qui m'arrivait, il y avait des gens qui me connaissaient, qui me suivaient. Ils sont fait des petites cagnottes et tout, machin, et ça m'a beaucoup aidé. Après, voilà, il y a ma copine, ma femme aujourd'hui, Camille Denison, elle s'appelle. C'est une danseuse aussi. On s'est rapprochés juste après de cette attaque parce qu'elle est venue me voir à l'hôpital et tout ça. C'est une des personnes qui m'a beaucoup aidé. C'est elle qui m'a habillé, c'est elle qui m'a donné à manger. Et voilà, et depuis ces jours-là, on s'est plus quittés. Ça fait bientôt 6 ans qu'on est ensemble. C'est là où je me suis dit, bon Brian, t'as vécu un truc dur, là maintenant. Il faut que tu continues à te battre, à faire tout pour toi, pour ta nouvelle vie, pour ta famille, pour ta mère, pour ta copine. Et voilà. Et comment on fait ça? Parce qu'on peut se le dire, déjà la vie elle est pas facile, mais quand en plus t'as vécu un truc tellement traumatisant, tellement dur physiquement, tellement dur psychologiquement, et comment tu fais pour rebondir, pour trouver du goût à la vie? Dans ma tête, c'est tous les jours, ok, je vais me battre, je vais être positif, j'ai mal, mais quand même, il faut continuer, faire ce que tu veux. Si tu as envie de crier, tu cries, si tu as envie de sortir, tu sors, si tu as envie d'être tout nu, tu sors tout nu, tu fais tout ce que tu veux. T'es arrivé souvent de sortir Non, pas, mais voilà, je dis ça. C'est un exemple, si tu as envie d'extérioriser de cette façon-là, fais-le parce que, crois-moi, ça va t'aider. Et voilà, l'épreuve et l'exemple, c'est moi. Là, ici, parce que c'est pas tout le monde qui s'en sort d'une attaque de cette façon-là. Et voilà. Il faut de la patience aussi, j'imagine. Il faut la patience, Il faut accepter que les choses vont pas très vite, ouais. Quoi. Ouais, c'est lent, c'est vraiment lent. En plus, moi aussi, pour moi, c'était lent. Je suis quelqu'un qui prend soin beaucoup de mon corps. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais mince, j'avais pas de muscles, c'était horrible, je voyais mes cicatrices. J'arrivais même pas à me regarder au miroir parce que je me sentais pas bien. J'ai décidé de commencer à cacher mes cicatrices. La première, c'était celle-là. Il fallait la cacher. Après, j'ai commencé à me faire celui-là parce que j'avais beaucoup de blessures de ce côté-là. Je l'ai fait juste après, voilà, quand je suis sorti parce que j'arrivais pas à accepter mes cicatrices. J'étais beaucoup, on va dire, mal à l'aise. Je me sentais un peu sale, pas propre, tout ça. Avant, j'avais honte de les montrer. Là, maintenant, j'ai plus honte. J'imagine ça a dû faire particulièrement mal, non, de tatouer par-dessus des cicatrices? Non, pas trop. Non. Parce que déjà, cette côté-là, c'est un peu endormi. J'ai plus les mêmes sensations, c'est un peu bizarre. Par exemple, des fois, il y a des personnes qui aiment bien les papouilles.
Moi, les papilles, de ce côté-là, c'est bizarre. Ouais. Ça fait pas plaisir, c'est un peu endormi. Ouais. Et juste après, quand je me sentis bien, je me suis dit, ok, liste, je vais poster une photo sans t-shirt avec un message en disant, j'accepte mes cicatrices aujourd'hui, j'ai plus honte. Et depuis ces jours-là, plus de honte de m'enlever mon t-shirt devant les gens voient mes cicatrices. Ok, quelqu'un me dit, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant, c'était dur. J'ai pété les plombs, je m'énervais, je dis mais c'est pas ton problème en fait, laisse-moi tranquille. Là aujourd'hui je suis fier de mes cicatrices. Et il y a du chemin. Hein. T'es passé de honte de tes cicatrices à fier. Non, mais avant la honte, il y a la tristesse aussi. C'est un procès, c'est un long procès. C'est des pensées négatives, des tristesses, de pas vouloir vivre, de pas vouloir continuer, de pas vouloir faire l'amour avec ta copine. Il y avait tellement de choses qui passaient dans ma tête quand je dormais. T'en parles pas beaucoup, mais dans toute cette période qui a suivi les mois et les années, tu penses à Mickaël Filetas, tu apprends des choses sur lui, tu comprends ce qu'il a fait, tu regardes justement les vidéos qu'il postait comme séducteur, coach et comme masculiniste. J'ai pas cherché parce que ça m'intéressait pas, j'avais peur de plonger, de rester en bas. Je crois que j'ai jamais eu, pendant cette période-là, j'ai jamais eu rage ou la haine contre lui. J'ai pas eu ça. Juste au procès. Donc le procès, c'est 2 ans plus tard, je pense en janvier 2023. 2023, ouais. Il est là dans le box des accusés et toi, t'es interrogé comme témoin, témoin et victime. Ouais. Et donc tu témoignes à la barre, comment ça se passe? La première fois que je suis arrivé, je restais derrière. Parce qu'il n'y avait pas de place, c'était une petite salle un peu bizarre. Bon, déjà, c'était ma première fois que j'allais dans un truc comme ça. Et j'ai tremblé, c'était une sensation un peu bizarre. Et lui, il arrive en retard aussi. Il commence à chercher dans toute la salle. Je le vois chercher et on se croise les regards. Et on se fixe. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti la haine contre une personne. Parce qu'on voit dans son regard la froideur d'une personne, on voit son visage sombre. Il est face à toi, tu le regardes droit dans les yeux et tu sens une haine profonde pour lui. Et tu t'approches à la barre, t'es appelé pour témoigner. C'était un moment très dur, voilà. Parce que c'était la première fois que j'ai parlé devant tout le monde. Et j'étais entendu. Les gens attendaient parce que c'était moi, on va dire, les témoins principaux par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à comment j'ai identifié Mickaël. C'était dur. Lui, il a quel comportement dans ce procès? Ah oui, il parlait même pas. Il était tout le temps tête baissée un peu comme ça, une regard fixe tout le temps. Il parlait pas, il bougeait pas, tout le temps comme ça. Il disait rien. Et chaque question qu'il posait les gens, les avocats, il répondait pas. Il a jamais parlé. Et sa défense, c'est quoi? Comment il se défend? Il disait que le juge, il était en train de voler ses droits. Il voulait pas répondre parce qu'il avait pas vu le dossier de procès. Comme si, en gros, il savait pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais il niait avoir tué Mélanie et vous avoir porté des coups de couteau à toi et à sa petite sœur? Il dit rien. Au premier procès, il dit rien. C'est ça qui rend fou tout le monde, il dit rien. Au deuxième procès, il s'exprime pas non plus sur ses intentions, ou plus, tu l'as entendu plus? Oui, il a voulu parler plus, il a voulu même, se diriger vers nous, mais ça fait exploser la salle parce qu'il raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il disait des choses que Mélanie lui disait tout le temps qu'elle l'aimait et qu'il s'allait se marier, qu'il s'allait avoir des enfants, nanana. Il a voulu me dire aussi à moi, qu'il était désolé, qu'il voulait pas me tuer, que de le pardonner en gros et que c'est des choses que rien à voir avec tout ce qu'il a fait. Tu n'as pas voulu lui pardonner? Tu ne veux pas lui pardonner? Je sais même pas. J'ai eu la rage. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu voulais pas nous tuer, mais t'as vu qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'en gros, il disait qu'il est venu à la maison simplement pour lui faire peur à Mélanie. Avec toute l'armure qu'il a ramenée.
Parce que qu'est-ce qu'il a ramené Il a ramené un couteau de guerre, voilà, un couteau qui est catalogué pour l'armée des États-Unis pour les envoyer à la guerre. Normalement, c'est un couteau catalogué dans les milieux militaires pour tuer des sources. C'est un truc immense. Il a ramené 3 menottes, voilà, et un scalp, une matraque, une cagoule. Il était habillé en noir. Alors, tu viens pas armé comme ça à faire peur à une personne. Simplement, déjà, avec sa présence, il fait peur. Armé comme ça, tu peux pas me dire que tu voulais pas tuer personne. Mais lui, il dit qu'il voulait faire peur. Mais alors pourquoi il se serait mis à tuer quelqu'un? Il explique. Un coup de colère. Voilà, il a pété les plombs, c'est ça, un pétage plomb. Voilà. Or, la justice a déterminé qu'en fait, il y avait eu préméditation. Au procès en appel, il est confirmé qu'il avait pleine conscience de ses actes. Il prend perpétuité avec 22 ans de sûreté, donc il peut pas sortir de prison avant 22 ans. Donc il va finir ses jours, a priori, en prison. Tu ressors de ce procès dans quel état d'esprit? Triste. Je sors vraiment triste, un peu perdu. Un peu perturbé aussi de tous les infos, de toutes les choses, parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de questions dans ma tête. Il y a quelques réponses. Il a été déterminé que Mélanie, face à l'insistance de Michael Filetas, alors même qu'elle l'avait quitté, décide de bloquer son téléphone. Et visiblement, 6 minutes après l'avoir bloqué, Michael Filetas décide d'aller acheter un couteau avec une lame de 17 cm, comme s'il y avait eu vraiment une intention, juste après avoir été bloqué, d'aller la tuer. On voit un acte froid, un acte dénué d'aucune d'humanité. C'est quoi? C'est un psychopathe, Michael Filetas? C'est un type qui a aucune humanité? C'est un monstre? Une personne qui fait ça, c'est un monstre. En 2024, il y a eu 136 féminicides. C'est 136 hommes qui ont tué leurs femmes parce qu'elles étaient des femmes. C'est un chiffre en constante augmentation. Et on se demande quelle est l'influence de ces groupes qui sont partout sur les réseaux sociaux et qui véhiculent une image dégradante des femmes et une certaine violence à leur égard. Michael Filetas, il faisait partie d'un mouvement très masculiniste, donc d'hommes qui ont des discours très virulents, très haineux vis-à-vis des femmes. En France, il y a un chiffre, c'est 45% des moins de 35 ans qui estiment qu'il est difficile d'être un homme aujourd'hui. Et cette difficulté d'être un homme, ça crée beaucoup de frustration et ça fait monter la violence. Est-ce que toi, tu sens ça aujourd'hui? En vrai, ça m'a jamais intéressé, chercher des trucs comme ça. Moi, je suis un homme. Voilà, ça me fait pas moi homme de pas traiter bien une femme ou d'avoir des actions un peu agressives envers une, simplement pour dire je suis un homme. On va terminer par aujourd'hui. Donc on sait que t'as rencontré quelqu'un, que tu fais ta vie avec elle. Et aujourd'hui, tu danses. Ouais, aujourd'hui. Encore et plus que jamais. Qu'est-ce que tu fais? Tu danses, tu donnes des cours de danse? Ouais, j'ai dans des cours de danse. Voilà, j'ai rencontré, comme je vous dis, cette fille qui aujourd'hui m'a donné beaucoup la force. Et Camille, elle m'a motivé à donner mes cours et tout ça. Voilà, d'ailleurs, je la remercie aujourd'hui pour tout ce qu'elle a fait aussi pour moi. Et aujourd'hui, je donne des cours dans différentes écoles sur Paris. Je suis prof de reggaeton, prof de Zumba à Zumba France. Actuellement, j'organise aussi des événements avec des profs de l'étranger. Si les gens veulent te trouver pour danser, apprendre à danser, comment ils te trouvent? Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux comme Brian Hernandez sur Facebook. Cette histoire, qui est quand même difficile, très dure, tu aurais envie de la raconter, de l'écrire, c'est ça? Ouais. Et tu cherches quelqu'un qui pourrait t'aider à écrire cette histoire, à écrire un livre. C'est ton intention? Oui, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'aide à pourquoi pas écrire cette histoire. T'aimerais avertir, donner des... Oui, alors pas des conseils, mais qu'est-ce qui doit alerter? Parce que comment tu sais qu'un type est
violent potentiellement, alors qu'au début, il joue au prince charmant. Qu'est-ce qu'il faut pas Bah, au début, là, déjà, la première agression, là, une fois qu'elle tape la première fois, il y aura une deuxième, non? Il y aura une deuxième, une troisième, C'est ça. Mélanie, elle est pas partie tout de suite. elle avait peur, oui, elle avait peur. Elle n'est pas partie tout de suite. Aujourd'hui, elle est plus là. Alors, il faut faire attention à tout ça. Faut faire attention aux hommes. Ouais. C'est quand même Ouais. drôle de société Ouais. quand même. Mesdames, faites attention aux hommes.